Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir continuer ce mini-cycle de conférences. Je sais que l'épuisement vous gagne, mais avec l'Hippocrate, ça devrait quand même donner une certaine bonhomie. Voilà. Alors, ce soir, donc, je vais évoquer avec vous un sujet qui ici, évidemment, est très important, puisqu'on va parler d'Hugues de Pint, et moins, évidemment, d'Hugues de Pint en Champagne, mais davantage d'Hugues de Pint en Orient. Alors, vous le savez, bien sûr, c'est un complément d'information, je pense, utile, mais complexe, parce que les historiens, encore aujourd'hui, se perdent en hypothèses en ce qui concerne, effectivement, les premières années de l'ordre du Temple. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est encore très mal connu. Je vais essayer d'approcher un certain nombre d'hypothèses complémentaires avec ce que ça peut avoir effectivement de très aléatoire encore aujourd'hui. Et vous vous doutez bien que derrière tout ça, il y a un gros conditionnel encore. Mais je vais amener certains éléments de réflexion peut-être un peu nouveaux en ce qui concerne les débuts de l'ordre. Donc je vous rappelle tout simplement que, évidemment, Hugues de Pint est le fondateur des Templiers, ça on le savait, avec son condisciple flamand Godefroy de Saint-Omer, et Hugues était bien sûr feudataire du comte Hugues Ier de Champagne, et c'est un chevalier aujourd'hui bien connu. Là, vous avez un vitrail anglais du Pembrokeshire, qui est peu connu, mais intéressant. À droite, on a Hugo Paganis, attribué faussement, évidemment, aux hospitaliers de Saint-Jean, mais les Anglais ne sont pas toujours à la page, mais ça a l'avantage de donner une figuration originale et nouvelle sur Hugues de Pint. Donc, si Hugues de Pint est bien connu, c'est essentiellement grâce aux travaux de Thierry Leroy, qui a consacré, évidemment, on peut dire, toute son existence depuis plusieurs décennies pour essayer de sortir Hugues de Pint d'un espèce de marasme historique dans lequel on l'a fait naître et vivre partout. Grâce à ses travaux aujourd'hui, bien sûr, tous les historiens admettent que son origine champenoise est indiscutable. Alors, les travaux, évidemment, de Thierry ont documenté la biographie d'Hugues de Pint en précisant sa filiation, ses alliances, les fiefs dont il était doté, ses déplacements en Orient et en Occident, et le déroulement du concile qui a été évoqué tout à l'heure en 1129, donc, où l'ordre a été officialisé. Donc, petit clin d'œil sur la cathédrale de Troyes. Mais son action en Palestine et les débuts de l'ordre du Temple en Orient restent entachés de zones d'ombre. Pour mener à bien cette étude, j'ai repris la plupart des sources documentaires historiques et archéologiques. J'en ai fait un travail qui devrait être publié à la fin de l'année, disons 100-120 pages sur ses origines, sur son action en Orient. Et vous vous doutez bien que, évidemment, en une demi-heure, je ne vais faire que poser un certain nombre de conclusions, mais vous n'aurez pas les démonstrations, ce qui est quand même très frustrant. On ne peut pas faire autrement. Donc j'ai repris les sources documentaires historiques et archéologiques en appuyant mon travail sur une trentaine de documents, des chroniques, des récits de voyage, des études archéologiques d'auteurs français, italiens, anglais, allemands et arabes, ainsi que les cartulaires orientaux, la plupart s'échelonnant du XIIe au XIVe siècle. Cette étude, évidemment, pose des questions récurrentes. Qui sont ces pauvres chevaliers du Christ, réunis par Hugues de Pint? Où ont-ils mené leurs premières actions? Quelle était leur mission initiale? Comment a-t-elle évolué? Qui les a soutenus? Quelle était leur situation au moment du Concile de Troyes? Et peut-on reconstituer la chronologie de tous ces événements? Vous voyez, c'est un menu copieux, mais encore une fois, vous me voyez très circonspect et modeste quant à ce que je vais énoncer. Nous verrons donc que le lieu initial de leur action, de l'action des Templiers, se situe à la tour de Détroit.
La tour de Détroit, voilà les ruines de la tour de Détroit, et elle a disparu, je vais en parler dans l'exposé. Et cette tour de Détroit était située sur le territoire actuel de la ville d'Atlit, en Israël. Et c'est là, évidemment, que la dualité singulière de ce futur ordre religieux va s'affirmer. Ses membres seront à la fois, j'insiste bien, des laïcs pieux, aspirant à vivre, disons, un peu comme des moines, et des guerriers. Voilà. Ça, c'est, je crois, la base de tout, et c'est là où on va recouper l'exposé de Valérie tout à l'heure, en ce qui concerne notamment les données. Après le concile de Troyes et le retour du duc de Parme en Terre Sainte en 1129, l'histoire de l'ordre des Templiers est bien connue, évidemment, par des sources multiples. Mais plutôt, que s'est-il passé en Orient? Eh bien, quelque temps après le retour du duc de Parme à Jérusalem en 1114, si on en croit la chronique d'Ernuld, les chroniques des maîtres décédés de l'hôpital et le témoignage du notaire italien Antonius Sicci de Vecellis, interrogé au cours du procès des Templiers à Paris, des chevaliers s'étaient regroupés comme donnés, donc des laïcs pieux, dépendants de quelqu'un. Ils s'étaient regroupés comme donnés, et ils dépendaient de qui? Eh bien, des chanoines du Saint-Sépulcre, et ils obéissaient à leurs prieurs. Quel était le rêve de ces donnés? Eh bien, c'était de partager la vie religieuse et les aspirations des chanoines du Saint-Sépulcre, tout en conservant un statut de laïc. C'est ça qui est fondamental. Ensuite, eh bien, trouvant leur engagement au service de l'Église inopérant, dans un royaume de Jérusalem mal sécurisé, ils décident de se choisir un chef pour mettre leur expérience guerrière au service de la protection du royaume. C'est Hugues de Pint qui est élu. Élu pourquoi? Eh bien, probablement parce qu'il avait des qualités remarquables d'organisateur, une vraie expertise militaire et surtout un charisme exceptionnel. Ce groupe est basé à Jérusalem, puisqu'ils sont dans la périphérie, évidemment, du Saint-Sépulcre. Ils sont basés à Jérusalem et ce groupe demande au roi Baudouin II de lui attribuer une mission. Les choses sont très claires à ce niveau-là. C'est le début de son aventure militaire. Toutes les chroniques localisent son premier engagement à Petra Incisa, la tour de Détroit, soit en nommant directement le lieu, soit en décrivant ce passage difficile, un défilé creusé de main d'homme dans la roche gréseuse des antécollines du mont Carmel, qui était un obstacle naturel sur la route littorale qui reliait Acre à Césarée et conduisait à Jérusalem. Vous avez là une carte qui vous représente un peu la situation. C'est une carte du XVIIIe. Vous avez ici Saint-Jean d'Acre, Ptolémaïde. Vous avez ici le Golfe. Là, en face, vous avez Haïfa. Et ici, vous avez Château-Pèlerin ou Pierre-Encise. Pierre-Encise, c'est la traduction de Petra Incisa. Et vous voyez qu'ici, il y a le Carmel, on va le voir tout à l'heure de façon plus évidente, avec ce défilé très étroit entre la mer et la montagne, qui était évidemment le défilé à protéger. Et ensuite, évidemment, on descendait lentement vers Jérusalem, ici. Voilà. Alors, c'était une route, effectivement, très fréquentée à l'époque. Cette route antique avait été aménagée dès la période phénicienne. Elle évitait du côté du Carmel, donc une plaine marécageuse, et de l'autre, le sable meuble des plages. Vous avez ici une reproduction du XVIIIe qui vous montre le mont Carmel, le golfe entre Acre et Haïfa, et puis ici Château-Pèlerin. Et vous voyez bien que ici, le littoral était très resserré, avec une bande de sable qui était impraticable, et ici, des marécages juste au pied du Carmel. Il fallait donc
passer par les petites collines qui sont représentées ici. Donc depuis des centaines d'années, c'était un axe vital, nord-sud, très fréquenté, qui reliait le Liban à l'Égypte. Des armées entières franchissaient ce passage. Ce fut le cas des troupes de la première croisade, puis de celle de Baudouin Ier, qui fut blessé grièvement à cet endroit, et c'est ce qui ensuite va expliquer sa mort proche. Donc vous voyez que pour le roi de Jérusalem, c'était un endroit maudit. Pour ses successeurs, c'était un endroit maudit. Ça, c'est très important. Et plus tard, évidemment, l'armée de Richard Cœur de Lion passera également à cet endroit. La chaussée était particulièrement étroite. Vous avez ici la vue directe de Petra Incisa. On voit au fond la mer et vous voyez que ce couloir a été taillé dans le roc de main d'homme. Et il y a ici, de chaque côté, une toute petite banquette qui servait de trottoir. Voilà donc l'aspect qu'a le fameux Petra Incisa, qui va être l'enjeu, évidemment, de l'engagement des Templiers. Donc cette petite chaussée très étroite était empruntée par des voyageurs très divers, cavaliers, simples pèlerins, commerçants avec leurs chariots, dont les roues ont laissé leur empreinte sur le sol rocheux. Près de ce couloir rétréci, à l'image des canyons du Far West, s'embusquaient des brigands qui attaquaient les convois et les voyageurs. Des combattants sarrasins s'y livraient régulièrement à des exactions contre les pèlerins chrétiens. Ce sont ces derniers, Hugues et sa trentaine d'amis, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai évalué ça, mais on arrive à cette conclusion quand on travaille le sujet. Et sa trentaine d'amis ont eu pour mission de protéger. Ils mettaient en déroute les bandes armées, les poursuivant jusqu'à leur repère. En cas d'attaque, ils montaient les pèlerins sur leur selle. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez ici une illustration donc de Matthieu Paris, de la chronique de Matthieu Paris, qui vous montre deux cavaliers sur le même cheval. Et à part la bannière évidemment templière devant, mais on ne sait pas qui est templier ou pas templier. Et en réalité, le fait de charger, d'être à plusieurs sur le cheval, c'était à l'époque effectivement une façon d'évacuer les gens. Regardez les films, souvenez-vous des films, des westerns, vous aviez des gens qui protégeaient la belle qui sortait de sa diligence et qui montait sur la selle de le cheval et pour la protéger. On est dans la même problématique. Et effectivement, c'est la mission essentielle qu'ont joué, le rôle essentiel qu'ont joué nos combattants templiers. Donc, ils mettaient en déroute les bandes armées, les poursuivaient jusqu'à leur repère et évacuaient les gens sur la selle de leur cheval. Et c'est de là, vous vous en doutez bien, qu'est née très probablement l'image, évidemment, du sceau des Templiers. On a toujours glosé sur ce sceau des Templiers. C'est quoi le sceau des Templiers? C'est simplement le rappel de l'action, je dirais, humanitaire, entre guillemets, ou charitable, de ces gens-là par rapport aux pèlerins qui étaient attaqués. Et ça, c'est très intéressant. Et dans la chronique des maîtres décédés, on dit même que c'est l'image de leur sceau. Donc c'est très clair, ce qui prouve bien que ces textes-là sont des textes historiquement très pointus et qui étaient très bien documentés. Alors, on prenait donc les pèlerins et on les évacuait. C'est de là qu'est donc née l'image du sceau, qui figure deux cavaliers sur un même cheval. Dans la chronique des maîtres décédés, on dit même qu'ils avaient des selles à 3 arçons. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité probablement de charger jusqu'à 2 personnes pour les évacuer. Alors, cette mission de protection militaire a été grandement facilitée par l'aménagement du lieu. Pour assurer la garde du site de Petra Incisa, le roi Baudouin et ceux qu'on peut nommer aujourd'hui, maintenant, désormais, disons, les proto-templiers, construisirent sur la crête rocheuse une tour d'une 20aine de mètres de haut, à quelques dizaines de mètres au nord du défilé taillé dans le roc.
Vous avez ici la base, effectivement, de cette fameuse tour qu'on commentera tout à l'heure. Je vais prendre un peu d'eau, vous m'excuserez, mais j'ai ce qu'il faut. Voilà, j'y viens. Donc, cette tour était transformée en un véritable relais routier avec un complexe d'étables pour les ovins et des écuries pour le repos des chevaux. Je ne peux pas entrer dans le détail ce soir, mais dites-vous bien que ça, c'est des aménagements qui sont même antiques. C'était un des relais de la route de Jérusalem. Hein. Donc on le sait par notamment le pèlerin de Bordeaux. Mais on ne peut pas entrer dans les détails. C'est pas possible ce soir. Donc véritable relais routier et des citernes recueillant les eaux de pluie et les puits assuraient le ravitaillement en eau. Donc effectivement, c'est un relais où les gens pouvaient se désaltérer. Cette tour, nommée Tour de Détroit, Détroit D-E-S-T-R-O-Y, T-R-O-I-T, parce qu'elle protégeait ce défilé très étroit. Ce n'est pas un détroit maritime, c'est détroit étroit, tiré du mot étroit, parce que c'était un défilé très étroit, pouvait communiquer par des feux avec d'autres tours édifiées dans le voisinage pour donner l'alerte à l'approche d'éléments suspects. J'ai retrouvé des choses intéressantes dans les chroniques arabes à propos de ces tours et de ces échanges pour donner l'alerte quand les bandes armées arrivaient. Il a fallu aussi, bien sûr, assurer la subsistance de cette troupe qui était basée à 110 km au nord de Jérusalem. Ça se passe à 110 km au nord de Jérusalem. Je sais bien qu'au Moyen-Âge, on était très, très mobile, mais ça représente quand même une distance importante. Ils étaient autonomes sur place, on s'en doute bien. Ces pieux chevaliers ont développé donc autour de Pétra et de Sisa une activité économique qui assurait leur autarcie. Agriculture, pâturage, vignoble, élevage, pêcherie, marais salants ont transformé la tour de Détroit en un véritable casal, ce qu'on appelle un casal, c'est-à-dire une grosse métairie. Il devait être aidé, évidemment, par un personnel d'ouvriers, d'agriculteurs et d'éleveurs, une familia, ce qui sera ensuite le cas autour des commanderies d'Occident. Je me suis fait un peu tirer l'oreille quand j'ai dit que c'était une préfiguration des commanderies d'Occident par Damien Carraz, mais c'est pas si faux que ça quand même. Donc, la mission des proto-templiers semble bien avoir été négociée avec le roi. Alors ça, c'est aussi fort intéressant. Pour une durée de 3 à 4 ans, un contrat à terme. Ça, c'est très intéressant. Et ce contrat à terme, eh bien, ce type d'engagement figurera dans la règle du Temple. Il y a les chevaliers à terme dans la règle du Temple, qui était le souvenir probablement de ce premier état. Sur place, ces chevaliers donnés, j'insiste bien, ont dû adapter leurs règles de vie héritées des chanoines augustiniens à leur mission militaire, partageant leur temps entre leurs exigences de piété et leurs escortes de police montée. Ils ont ainsi créé une nouvelle règle de vie communautaire, qui les éloignait évidemment des chanoines augustiniens, en conciliant la dualité de leur mission, s'éloignant lentement de la tutelle des chanoines de l'Ordo Canonicus, et bien sûr de l'autorité de leurs prieurs. Leur rêve de devenir à la fois des religieux et des soldats s'affirmait de jour en jour. Si leur activité principale les fixait à la tour de Détroit, ils n'en gardaient pas moins, on s'en doute, un contact suivi avec les autorités de Jérusalem. Il faut toutefois remarquer, c'est ce que j'évoquais, que la distance de 110 km par rapport à Jérusalem, qui les séparait de la tour de Détroit, ne permettait probablement pas à ces proto-templiers d'accompagner les pèlerins, de les escorter jusqu'à Jérusalem même, parce que chaque mission aurait duré au moins 4 jours, aller-retour, et le groupe de proto-templiers présents à la tour était probablement insuffisant à l'époque pour assurer une rotation permanente entre les deux lieux. Le nombre restreint de mangeoires pour les chevaux qui équipent la tour de Détroit, et ça c'est un élément fondamental, pas plus d'une vingtaine, représente effectivement un nombre, disons, d'une trentaine de personnes au maximum. C'est le reflet du nombre de cavaliers. Aucune source, et ça c'est important de le souligner, aucune source ne démontre qu'à cette époque, un deuxième groupe de proto-templiers ait été basé concomitamment à Jérusalem. On n'a pas de source. Des hypothèses, on peut toujours avoir des hypothèses dans tous les sens, mais on n'a pas de source qui le prouve.
Le roi Baudouin II et le patriarche de Jérusalem semblent avoir été impressionnés par l'efficacité de la mission qu'ils avaient confiée aux proto-templiers, sous le commandement d'Hugues de Pau, vraisemblablement entre les années, allez, il arrive en 14, allez, il s'organise un petit peu avec un petit groupe, 15, et jusqu'à 18, 19, les confins de 20, disons, en gros, c'est la mission des 3-4 ans qu'on leur assigne. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On peut imaginer que les témoignages élogieux de voyageurs et de pèlerins, pris en charge par eux pour franchir le coupe-gorge de Pétraï-Sisa, a contribué évidemment à propager leur bonne réputation. Engagés dans la défense des lieux saints et rompus au métier des armes, aux yeux des autorités du royaume, la milice des pauvres chevaliers du Christ ou des proto-templiers pouvait venir renforcer utilement les troupes combattantes pour défendre les États latins. Le roi souhaite qu'elle mette sa compétence militaire non plus seulement au service de son action charitable de police des routes, mais en l'élargissant à la défense du royaume, en transférant son siège à Jérusalem. C'est cette mutation qui est proposée à Hugues de Pau et à ses amis. Ah, il y a une photo. Oui, oh bah c'est un clin d'œil tellement classique, mais c'est toujours très émouvant de revoir cette petite miniature. Donc, c'est cette mutation qui est proposée. Le groupe accepte. Il laisse un contingent à la tour de Détroit, je m'en explique, qui restera sous la garde des Templiers jusqu'à la construction de Château Pèlerin, un siècle plus tard. Donc, ils ne partent pas tous à Jérusalem. Ils se divisent par parité. Hein. On se divise en 2 groupes. Voilà. Et il laisse donc un contingent à la tour de Détroit. Alors, cette tour, pourquoi on sait ça? Bien, c'est tout simple, parce qu'on a, chez les chroniqueurs arabes, il y a des choses fort intéressantes. Elle sera détruite par les Templiers eux-mêmes pour éviter qu'elle ne serve de base avancée pour l'émir de Damas, Al-Malik al-Muazzam, lorsqu'en 1120, il mettra le siège sans succès devant la forteresse de Château-Pèlerin, dont la construction était à peine achevée. C'est-à-dire que pratiquement pendant un siècle, il n'y a eu que cette tour dans cette région pour défendre, et un petit château sur le Carmel pour défendre le littoral. Ça, c'est fort intéressant. Et tout ça était du domaine des Templiers. Je n'entre pas dans les détails ce soir, mais tout ça, c'était eux, y compris le château sur le mont Carmel, ce qui est fort intéressant. Alors, le reste du groupe rejoint Jérusalem, évidemment, sans doute, où le roi l'installe dans une résidence mise à sa disposition en plein cœur de la ville, dans l'ancien temple de Salomon, sur le mont du Temple. Ah, ça passe pas... Si, voilà. Donc là, vous avez une vue du mont du Temple, là, bien connue, avec ici la coupole du rocher, et ici, la mosquée Al-Aqsa. Hein. Tout ça, c'est le mont du Temple. Vous savez que c'est assez haut, hein, ça doit faire à peu près 46-50 mètres, à peu près de haut, quoi. Alors, il va occuper le groupe l'emplacement de l'ancienne mosquée Al-Aqsa. Voilà, ça c'est une vue de l'intérieur de la mosquée actuelle, de la mosquée Al-Aqsa, que Baudouin II avait aménagé en palais. Les miliciens prennent désormais le nom de Templiers. Ils vont occuper toute la partie sud du mont du Temple. Si on revient à notre photo, voilà. C'est-à-dire que vous avez la mosquée Al-Aqsa ici, et ils occupent tout ça, toute cette partie. Hein. Tout ça, c'est les Templiers. Ils vont y construire, on va le voir, un tas d'annexes importantes. Ils construisent donc des bâtiments annexes agrémentés de jardins et de fontaines. Les voyageurs occidentaux ont bien décrit ces aménagements opérés après 1120. Voilà ce qu'en dit, bon, entre autres, Théodoricus dans son petit livre des lieux saints, quelque temps avant la chute de Jérusalem en 1187. Donc ils étaient toujours à la tour de Détroit, hein, je vous l'ai expliqué. C'était le deuxième contingent qui était à Jérusalem. La partie sud-est du palais de Salomon est devenue une petite église maintenue par des colonnes intérieures. Elle est en forme de rotonde très élevée. Il s'agit probablement de la description de l'aménagement de la mosquée elle-même. Sa propriété et ses dépendances ont été cédées aux Templiers. Et là encore, on a toujours la même chose. Ils sont nourris et vêtus, dit ce voyageur. Donc, il y a toujours cette notion d'être donné, c'est-à-dire de dépendre d'eux. Ça, c'est très, très important. Ils sont nourris et vêtus. Il y a sous eux des écuries de chevaux. Bon, ben ça, c'est très connu, hein, l'histoire des écuries de chevaux. Voilà une photo ancienne.
Alors c'est les écuries dites de Salomon, en réalité ça a été construit à l'époque d'Hérode, hein, mais ils occupent toute cette partie, les écuries de chevaux, si vous voulez, tac, tac, voilà, c'est tout ça c'est les écuries de chevaux en dessous, hein, en dessous, au sous-sol, hein, c'est gigantesque. Donc ils occupent les écuries de chevaux, les bâtiments au-dessus, sur la terrasse évidemment, sont des villas, des entrées, des lieux de réception, des réceptacles pour la pluie qui se jettent dans des citernes. Au-dessous se trouvent des bains, des celliers, des greniers, des lieux de stockage du bois, c'est-à-dire toutes les provisions nécessaires. À l'autre bout du même palais au nord a été construite une nouvelle maison pour les Templiers, haute, longue et large, avec un cellier, un réfectoire, un escalier vers une terrasse, et une nouvelle curie, un nouveau siège, a été construite contre l'ancienne, ainsi qu'une nouvelle église dont les travaux sont admirables par les dimensions de son portique. On voit l'ampleur de l'aménagement du mont du Temple par les Templiers. On apprend également, et ça c'est quand même intéressant, que la crypte qui est au fond des écuries de Salomon, que la crypte qui abritait le berceau de la présentation au Temple de l'enfant Jésus, voilà la petite crypte, était sous la garde des Templiers, située à l'intérieur contre le mur est des écuries. C'est des petites choses qui sont fort intéressantes, émouvantes. Des portes, évidemment, à partir des écuries, ouvraient vers le sud, permettaient aux cavaliers templiers de sortir à volonté et même discrètement de la ville. Elles sont conservées. C'est à peu près les seules choses qui restent de l'époque avec les écuries elles-mêmes. Alors, après 1187, et ça c'est important, ça nous permet de bien comprendre ce qui s'est passé, après 1187, la reprise de Jérusalem, les Arabes vont épurer le site des aménagements opérés par les Templiers. Voilà ce qu'en dit Ibn al-Athir. Je vous donne une ou deux citations parce que c'est intéressant. La ville prise, les infidèles partis, Saladin fit remettre les édifices dans leur état ancien. Les Templiers avaient édifié à l'ouest d'Al-Aqsa des constructions d'habitation à leur usage avec des greniers, des latrines et les autres services nécessaires qui incluaient une partie d'Al-Aqsa. Le monument retrouva son état primitif. Le sultan ordonna de nettoyer de toute souillure la mosquée et le rocher. Le 9 octobre, Saladin fit la prière dans la mosquée du rocher, et je peux même ajouter qu'il amène un mihrab de Damas, qui est toujours dans la mosquée Al-Aqsa, qui est le mihrab amené par Saladin. Donc tout ça, ça prend une vérité, vous voyez, c'est vrai, c'est des épisodes très précis. Un autre témoignage, celui d'Imad ad-Din, décrit l'état d'Al-Aqsa. Les Templiers, pour transformer l'endroit en grenier, avaient construit un mur devant le mihrab. On dit même qu'ils l'utilisaient comme latrine dans leur hostilité malveillante. Vous voyez à peu près le niveau de relation entre les communautés. À l'ouest de la Qibla c'est la direction de la Mecque, ils avaient élevé une grande maison et une haute église. Le sultan fit abattre ces constructions et révéler le visage de fiancé du mihrab. À lire ces chroniqueurs, on comprend qu'il ne reste aucun vestige des aménagements opérés par les Templiers sur le mont du Temple, à part les écuries, qui viennent d'être transformées en 1990 en une immense mosquée de 6000 places. Là voilà, c'est la mosquée Marwani. Donc il n'y a plus rien. Même les anneaux pour accrocher les chevaux, tout a disparu, il n'y a plus rien. Parmi tous ces aménagements décrits à la fin du XIIe siècle, et ça c'est quand même important de le signaler, par les voyageurs et les chroniqueurs, quelle part avait été bâtie par le premier cercle qui entourait Hugues de Pin entre 1120 et son décès, rien ne permet de répondre malheureusement à cette interrogation, on s'en doute bien. Les conséquences du transfert des Templiers à Jérusalem sont multiples. Le roi accepte de les affranchir de la tutelle des chanoines du Saint-Sépulcre. Voilà une image de l'église du Saint-Sépulcre. Alors, le Saint-Sépulcre est quand même un peu éloigné du mont du Temple. Il est généralement admis par les historiens que cette mutation a dû s'opérer autour du concile de Naplouse du 16 janvier 1120, mais vous allez voir les arguments que je développe, c'est pas certain. En effet, la liste des participants
j'ai bien travaillé le concile de Naplouse. Je peux vous dire que la liste des participants ne mentionne aucun prototemplier. Et Hugues de Pins lui-même n'y figure pas. Les canons du concile ne font aucune allusion à la milice des pauvres chevaliers du Christ, alors que l'Assemblée est censée avoir statué sur son sort. Même le canon 20, qui traite du droit de porter l'épée pour les clercs, ne s'applique pas directement aux compagnons d'Hugues de Pins, qui, rappelons-le, je le martèle sans cesse, ne sont encore que des laïcs pieux, des donnés, s'efforçant de vivre sous une règle communautaire, mais qui ne sont pas des clercs, ni même encore à proprement parler des religieux. C'est quand même une vision un peu différente. L'autre conséquence de leur nouvelle mission est d'éloigner les Templiers de leur casale de Détroit, située à 110 km, on l'a dit, les privant de leur approvisionnement. En compensation, le roi, le patriarche et les autorités du royaume, plusieurs chroniques le disent, les gratifient de biens divers, propriétés errantes, pour assurer leur subsistance et favoriser leur développement. En attendant de pouvoir vivre du produit de ces dons, le pape, et ça c'est assez extraordinaire, les agrège temporairement comme donnés des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ils sont d'abord donnés des chanoines, c'est très compliqué, des chanoines du Saint-Sépulcre. Ils se retrouvent, après leur arrivée à Jérusalem, comme donnés, comme sous la tutelle des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Alors, cette convention ne sera rompue qu'au milieu du XIIIe siècle. Et si on en croit Walter Map, un chroniqueur anglais, c'est lui qui est le plus précis sur la tour de Détroit et son rôle de relais, avec les citernes et tout, il décrit tout avec une minutie étonnante. Donc, si on en croit Walter Map, les chanoines de l'église du Templum Domini, la coupole du rocher que je vous ai montré tout à l'heure, qui est à quoi à 50-100 mètres derrière la mosquée Al-Aqsa, eh bien, ce sont les chanoines du Templum Domini qui vont assurer temporairement les offices religieux pour les pauvres chevaliers du Christ, parce que le sépulcre était trop éloigné. Et c'est un problème de proximité. Peut-être en attendant, d'ailleurs, la construction de leur propre église, que la construction de leur propre église soit achevée sur le mont du Temple, dans le complexe de leur propre résidence. Donc, si les conditions matérielles de l'expansion des Templiers étaient réunies dès 1118-1120, là, c'est aussi quelque chose, je vais bouleverser un petit peu les données. Il semble bien que la milice d'Hugues de Pins ait eu quelques difficultés à se développer dans les années qui ont suivi. Avant 1127, les documents qui font allusion aux Templiers sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistants. Hugues de Pins est témoin de 3 chartes. Et dans ces chartes, il n'est pas encore intégré dans la liste des religieux, et on comprend pourquoi. Où il figure, et en plus, il figure dans les derniers rangs des chevaliers laïcs, même lorsqu'il porte le titre de maître des chevaliers du Temple. 21 sur 23 dans une des chartes. Ça interpelle énormément. Je pose des questions, ça interpelle. Donc une constatation s'impose, les Templiers ne jouissaient pas encore d'une grande notoriété à Jérusalem et leur statut religieux était probablement encore très mal défini. C'est peut-être ce qui a décidé Hugues de Pins, et là il y a une logique, à solliciter de l'Église la reconnaissance des Templiers comme nouvel ordre religieux au Concile de Troyes de 1129. J'en suis où là? Ah oui, c'est une photo que j'aurais dû vous passer. Voilà, ça c'est une représentation du Concile de Troyes, c'est une peinture de Granet, qui est c'est au musée de Versailles. Donc, j'ai perdu le fil, je vais essayer de retrouver ça, voilà. Donc, évidemment, quel était le problème pour Hugues de Pins? Il lui fallait faire officialiser la règle de vie dont il avait hérité des chanoines du Saint-Sépulcre, mais qu'il avait adaptée, on l'a vu, au fil des ans, à la dualité de statut de religieux et de combattant dont il rêvait pour ses Templiers. Bref, il lui fallait obtenir une reconnaissance canonique. Il fallait que ça devienne un ordre religieux et pas simplement des données sous la coupe d'œufs. Voilà. Mais c'est peut-être davantage à la recherche de recrues que le maître du Temple va consacrer sa tournée de prosélytisme en Occident, car il lui faut constituer
un véritable corps d'armée pour répondre aux souhaits du roi. Ce recrutement, et ça aussi, il faut être conscient de tout ça, ce recrutement, il n'a pas pu le mener sur place, puisqu'après la prise de Jérusalem, et ça les Anglais ont très bien travaillé le sujet, les effectifs des troupes combattantes n'ont pas cessé de baisser régulièrement jusqu'à ne plus compter qu'un croisé sur 7. Un croisé sur 7. Où voulez-vous trouver des recrues à Jérusalem dans ces conditions? Très difficiles. La campagne menée par les Templiers à partir de 1127 sera couronnée de succès. De Champagne, de Flandre, de Touraine, d'Angleterre, d'Écosse, de Provence, nombre de chevaliers vont rejoindre les rangs de la troupe duc de Pin. Et en 1129, de retour en Orient, le grand maître pourra engager, pour la première fois, semble-t-il, un fort contingent de Templiers à la bataille de Damas. Mais, vous le savez, ils essuieront un cuisant échec militaire. On comprend que le doute s'installe chez eux et aussi chez les théologiens de cette époque, confrontés à la difficulté d'associer la paix et la prière au combat qui peut donner la mort. Paix, prière, combat qui donne la mort. Et bien là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que les historiens d'aujourd'hui disent non, c'est avant. Et bien moi je dis probablement non, c'est probablement après le Concile de Troyes, le De Laude. Parce que c'est pas logique. Parce que quand Bernard parle aux Templiers, il leur dit « On ne sait pas trop qui vous êtes. Est-ce que vous êtes des monachis, des moines, ou est-ce que vous êtes des militates, des chevaliers, Et donc, s'il parle de moines, c'est après le Concile de Troyes. Ça ne peut pas être avant le Concile de Troyes, puisqu'avant le Concile de Troyes, ce ne sont que des données. Et là, il y a un vrai problème qu'il faudra qu'on travaille tous, mais je crois qu'il y a un vrai problème de fond. Donc la tour de Détroit, il faut que j'accélère là, parce que je n'ai pas regardé l'heure, j'en suis désolé. Hein. Mais j'arrive au bout, hein, je vais aller le plus vite possible. Tu me dis là, okay. Ça va à peu près? Non? Ça va, c'est bon? Bon, d'accord. La tour de Détroit, donc, et le casal du même nom sont les seuls vestiges qui témoignent de l'action des proto-templiers à 110 km au nord de Jérusalem. L'organisation de ce site, bien connu depuis les travaux du français Guérin et des archéologues anglais Regnier, Conderer et Kitchener au XIXe siècle, et de Jones, surtout Jones dans les années 30 en anglais, permet de mieux comprendre, avec l'aide des chroniques médiévales, les origines de l'ordre du Temple. Examinons les vestiges de cette tour, on est quand même là aussi pour ça. Elle domine le site de Château-Pèlerin, nous l'avons dit, dont les ruines se dressent sur un promontoire. Là, vous avez une très belle vue de, 1918 par là, où vous avez ici en avant-plan Château-Pèlerin. Vous avez ici la colline dont on parlait tout à l'heure, la plaine marécageuse, et derrière, on ne le voit pas, mais on l'aura sur une autre vue, on a le Mont Carmel. Et c'est au travers de cette colline qu'il y avait un passage qui était créé transversalement, donc l'axe est nord-sud, transversalement, Petra Incisa, qui permettait, on va le voir sur un autre plan. Là, il y a quelque chose de remarquable qui est souligné ici, c'est une nécropole fabuleuse, une nécropole entièrement templière, d'époque templière. Elle n'a duré que 80 ans, jusqu'à la fin de Château-Pèlerin, et il y a presque 2000 tombes, et elle est fouillée régulièrement depuis 1995, et il y a quelques éléments qui commencent à sortir, qui sont vraiment très intéressants sur la vie templière à Château-Pèlerin et à la tour de Détroit, puisque c'est entre les deux. C'est entre les deux. Alors, aujourd'hui, je vous dis tout de suite, le Château-Pèlerin, vous ne pouvez pas aller visiter, c'est dans une base navale israélienne, c'est fini, hein, on peut plus accéder. Donc la tour... j'en suis oui là, j'essaie de pas trop me perdre dans mon... Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est une vue 3D où vous avez le Mont Carmel, la fameuse plaine, ici l'axe Gréseux et ici Château-Pèlerin. Donc vous voyez, il y a quand même une relative distance entre le détroit, ce qu'on appelle aujourd'hui Kirvet Karta. Hein, c'est Kirvet Karta ou Dustray. Hein. C'est l'appellation moderne de Petra Incisa. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine distance entre les deux. Donc la tour est bâtie sur une colline gréseuse érodée depuis des siècles par l'exploitation de carrières. Cette colline axée nord-sud, on vient de le dire, qui culmine à... Oui, le Carmel est à 500 mètres, d'accord, d'altitude. Bon, enfin bref. Le passage... J'essaie d'aller vite, mais c'est pas facile.
Là, vous avez une vue aérienne intéressante de 1918 qui vous montre Château-Pèlerin ici. Le littoral, vous voyez qu'on ne pouvait pas y passer, évidemment, c'était que du sable. Ici, l'axe gréseux, et ici, la route des pèlerins qui venait d'Haïfa, qui descendait là, qui passait par Petra Incisa qui est ici. Vous aviez la tour de Détroit tout de suite au-dessus, et ça faisait un trajet en baïonnette, et il redescendait là, et il y avait une deuxième tour ici qui m'intéresse vivement parce qu'elle est identique à celle de la tour de Détroit, et elle a peut-être été bâtie à peu près en même temps pour protéger les pèlerins qui venaient du nord, avant Petra Incisa, et les pèlerins qui venaient du sud, de Césarée, donc de Jérusalem, qui remontaient, et avant Petra Incisa. Ça me paraît être logique. C'est mes élucubrations personnelles. Pour le moment, on en restera là. Hein. Voilà. Alors, autour de... voilà, ce qui est intéressant, voilà. Ça, c'est une vue, donc, de la tour de Détroit, parce qu'il en reste. En réalité, vous avez ici l'assise de la tour, et là, on avait évidé donc l'axe gréseux en créant des cours ici et là, et il y avait un fossé relativement profond d'un autre côté. Sur trois côtés, vous aviez des cours et un fossé qui protégeait la tour. Ça, c'est intéressant, c'est une vue par drone, et vous avez ici un plan qui a été dressé en 1930 dans la publication de Jones, qui montre bien, alors là, le relief de l'ensemble. On comprend mieux comment c'était agencé. Vous avez ici donc les bases de la tour, telles qu'elles restent aujourd'hui, et vous avez ici les mangeoires et les accès aux écuries qui étaient derrière. Alors, autour de cette base de la tour, donc, on a creusé des salles troglodytiques qui ont été taillées dans la roche et qui servaient d'abri et d'écurie. Vous avez ici les entrées, vous voyez, de ces écuries. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et ces écuries étaient équipées de mangeoires. Et on a un nombre précis de mangeoires. Là, il y a des petits trous, on y accrochait la corde des licoles, hein, tout simplement des chevaux. Alors, deux grosses citernes, dont l'une était accessible depuis l'intérieur de la tour. On s'en doute, il fallait bien sûr, s'il y avait un siège, pouvoir quand même avoir de l'eau. Ça, c'est l'accès de la citerne. Assurait donc le ravitaillement en eau pour les hommes, les chevaux, les troupeaux d'ovins. Des canalisations en terre cuite conduisaient les eaux de pluie des toitures vers les citernes. Donc, il y avait tout un système, hein, c'était bien fichu. La tour était bâtie de gros blocs de grès bien finis et ajustés. Il n'en reste que 3 rangs. La section de la tour était carrée, elle mesurait quand même 15 mètres sur 15, et Jones évalue sa hauteur à 20 mètres. Voilà la base de la tour, et voilà une restitution que j'ai dessinée. Hein. Voilà, ça donne un peu une idée. Voilà, on se rend mieux compte de l'agencement de ça. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'entrée était, vous voyez, surélevée. Il y avait certainement un escalier de bois qui permettait quand même, ou une passerelle, on pouvait certainement le retirer. L'entrée était quand même relativement haute. Et au-dessus, il y avait très probablement, par comparaison avec les restes de la deuxième tour dont je vous ai parlé, on a retrouvé là des restes de machicoulis. Et puis surtout, on y a trouvé également... Tiens, qu'est-ce que c'est comme truc qui me cause? Voilà. Et on y a trouvé, évidemment, des archères. Donc ça, c'est intéressant, ça donne une idée un petit peu de l'équipement de la tour de Détroit. En conclusion, j'arrive, ça y est, c'est bon? Ça va aller? Ah, je suis désolé, mais c'est pas facile. Alors, la conclusion, elle va de soi. Vous comprenez bien que j'ai essayé de dérouler une certaine logique autour de tout ça. Cette logique, elle est purement hypothétique, vous vous en doutez. Hein, je ne me permettrai pas d'affirmer toutes ces choses-là. C'est des hypothèses de travail. Mais elles me paraissent fort engagées, et je crois qu'il faut continuer à travailler sur ces hypothèses de travail. Parce que ça remet un petit peu en cause certaines façons dont on voyait les choses. Hein. C'est dans ce lieu, donc, qu'Hugues de Pin a expérimenté un statut très original où des laïcs issus de la chevalerie, vivant dans la piété et le dénuement, ont mis leurs compétences guerrières au service de la protection des chrétiens en route vers Jérusalem, tout en recherchant la rédemption de leur âme. Un nouveau genre de chevalerie y est né, des chevaliers
pieux, renonçant à leurs biens. Et ça, je fais allusion notamment à cette fameuse phrase sur Hugues de Pin, vous avez renoncé non seulement à vos biens, où c'est cité exactement, hein, renonçant à leurs biens, intégrés dans la vie de tous les jours, ça allait complètement contre le statut de tous les moines qui étaient cloîtrés. Ça annonce d'ailleurs les franciscains, la révolution des franciscains au XIIIe siècle. Et ça, c'est très important. C'est là où les Templiers sont, à mon avis, et c'est ce qu'a dit déjà Valérie tout à l'heure, c'est quelque chose de très original parce que c'était un nouveau statut religieux qui était créé par eux. C'était les bases d'un nouveau statut religieux. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire c'était un espèce de pont entre la prière et le combat. Hein. Vous vous souvenez, les trois ordres, oratores, bellatores et puis laboratores. Hein. Ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Eux, pour la première fois, faisaient une passerelle entre oratores et bellatores. Ça, c'est très original et c'est peut-être ce qu'on doit à Hugues de Pin. C'est fondamental. Donc, ils allaient bien sûr, ils pouvaient aller jusqu'à prononcer des vœux de chasteté et de pauvreté et d'obéissance. Avant le Concile de Troyes, c'était pas interdit. Toutes les gradations étaient possibles, Valérie vous l'a dit, et ils aspiraient évidemment à une vie religieuse régulière. Il leur faudra attendre le Concile de Troyes pour que l'Église leur accorde la reconnaissance canonique de leur ordre. Ils vivaient sans clôture, au contact de la population. Ce n'est que lorsqu'ils ont été assez nombreux que ces frères guerriers ont pu engager leurs troupes combattantes. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oui, c'est gentil. Ben si, c'est parce que là, vous voyez, magistère, milicier, templier, le maître de la milice du Temple. Donc, c'est effectivement des Templiers. Alors, évidemment, ils ont pu engager des troupes combattantes au service du royaume de Jérusalem sur les bases de la règle de vie qu'ils avaient imaginée à la tour de Détroit. Leur discipline, leur courage, la cohésion de leur groupe ont contribué à mettre en place un nouvel art de la guerre. Ça aussi, c'est fondamental. C'est les troupes d'élite de la croisade, à un certain moment. Cette deuxième phase, qu'on pourrait qualifier de militarisation de l'ordre, ne serait intervenue qu'après la tournée de prosélytisme d'Hugues de Pin en Occident, qui lui a permis de lever une armée de chevaliers. Qu'est-ce que c'est comme illustration? Je suis surpris moi-même. Bon, ça marche plus, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Une armée de chevaliers, et après le Concile de Troyes de 1129. En effet, et ça c'est important aussi, aucun chroniqueur ne relate un quelconque engagement massif de Templiers dans des combats avant la bataille de Damas de 1129. Et ça, c'est très important également. Il y a des repères, il faut faire la synthèse. Voilà, donc c'est des réflexions un peu iconoclastes, mais elles ont l'avantage de secouer un petit peu ce qui se dit aujourd'hui. Et voilà. Alors ce livre sortira donc en principe, si tout va bien, à la fin de l'année, et c'est Damien Carras qui va en assurer la préface. Il en a fait la relecture. Il n'a pas fait de crise d'apoplexie, donc ça m'a un peu rassuré. Voilà. Merci.